Monsieur le Président de l'Université de Marrakech, merci pour votre accueil, pour votre invitation, pour me permettre de m'exprimer ici dans cette première série de conférences que vous organisez. Merci donc et merci aux personnes ici rassemblées de tous âges. Vous venez pour m'écouter sur le thème de la mondialisation. Alors, il faut penser que notre mondialisation n'est que la seconde mondialisation de l'humanité. La première mondialisation, elle a eu lieu plusieurs dizaines de milliers d'années durant la préhistoire, où notre espèce, qu'on appelle de Homo sapiens, qui probablement est sortie d'Afrique et qui s'est répandue en Europe, en Asie, à travers le détroit de Bering, dans les Amériques, qui a réussi à naviguer et à coloniser l'Océanie, bref, qui s'est répandue dans le monde. Et cette première mondialisation est faite de petites sociétés d'à peine quelques centaines d'individus, de chasseurs et de cueilleurs, des sociétés sans État, sans encore l'agriculture, mais au cours desquelles se sont adaptées les personnes, les sociétés, aux conditions géographiques et climatiques les plus diverses, depuis les Esquimaux des régions glaciaires jusqu'aux Pygmées des régions sud-africaines. Et au cours de cette période, s'est créée la diversité humaine, la diversité des cultures, la diversité des langues, une diversité inouïe. Et il faut dire que à cette époque préhistorique a succédé l'ère historique. Je ne vais pas vous faire le récit de l'histoire de l'humanité, mais apparaissent des sociétés, disons, formées avec État, avec classe sociale, avec religion, avec art, avec philosophie, avec guerre, avec esclavage. Et si la première mondialisation, l'ère créatrice de la diversité humaine, l'ère historique qui voit surgir les grandes civilisations au Moyen-Orient, en Chine, en Inde, au Mexique, aux Andes, et l'ère des inégalités humaines, l'ère des empires qui s'effondrent, l'ère des civilisations qui naissent. Et puis, nous avons, au cours de cette époque planétaire, nous avons pu voir apparaître ce que l'on peut appeler l'ère planétaire, les débuts de la mondialisation avec la conquête des Amériques, la navigation autour du globe. Et au cours de cette première mondialisation, nous voyons déjà que par exemple, une première unification qui est l'unification microbienne du globe. Tous les microbes venus de l'Occident, de l'ancien continent, se répandent dans le courant américain et créent des dévastations terribles, tandis que les microbes américains déferlent sur le vieux continent. Mais vous avez aussi ces grands échanges. Déjà, la pomme de terre, la tomate, le maïs, tous ces produits d'Amérique viennent sur les vieux continents. Vous avez le blé, le cacao, le café vont s'installer en Amérique, mais tout ceci à travers une époque qui est marquée par la domination, par l'esclavage, par la colonisation. Et disons que la troisième époque, qui est l'ère de la mondialisation, commence, se manifeste déjà à la fin du siècle dernier. Effectivement, nous sentons qu'à cette époque, chaque individu, sans qu'il le sache, porte en lui la planète. Pourquoi? Parce que le matin, il va prendre un café qui vient d'Éthiopie ou
du côté malin, ou bien il va prendre un thé qui vient de Chine ou des Indes, il va prendre des t-shirts en coton qui a été planté en Inde ou en Égypte, il va avoir des bananes ou des oranges qui viennent des pays tropicaux, bref, il va avoir des costumes de laine qui viennent des moutons d'Australie tissés à Manchester, je parle pour l'occidental, mais dans les pays du Sud, où vraiment il y a le malheureux chassé de sa terre qui va se réfugier dans les bidonvilles, lui aussi porte le monde. Il porte des t-shirts, il utilise la vaisselle en aluminium, il bricole les déchets de la civilisation industrielle, il est chassé par la monoculture industrielle qui vient du Nord. Donc, le monde, la planète est dans chacun de nous, et elle sera de plus en plus dans chacun de nous. Ce n'est pas seulement nous qui sommes dans le monde, c'est le monde qui est en nous. Et il y a une date qui, on peut dire, où la mondialisation devient globalisation, c'est-à-dire elle se referme sur tout le globe. Pourquoi? Parce que c'est dans ces années 89-90 qu'avec l'effondrement de l'Union soviétique et qu'avec l'irruption, le développement du capitalisme en Chine, le monde est unifié, commence à être unifié de façon économique et technique. C'est les doctrines du libéralisme économique qui s'imposent partout. Déjà, elles avaient été formulées par Thatcher en Angleterre et Reagan aux États-Unis. Elles deviennent le dogme universel et c'est à travers ce déferlement du capitalisme et dans cette liberté sans contrainte au gain que se développe cette globalisation. Mais au même moment, au cours de ces années 90 jusqu'à la fin du siècle dernier, vous avez l'essor des télécommunications qui permettent la communication immédiate de tous les points de la planète, les uns par rapport aux autres, parce que c'est le fax, parce que c'est le téléphone mobile, puisque ça va être Internet, c'est-à-dire que tout peut être instantané sur le globe. Et si vous voulez, la globalisation, c'est le bouclage techno-économique, l'unification techno-économique du globe. Donc, après la première mondialisation, qui est l'époque de la création d'une extraordinaire diversité, voici qu'apparaît une unification qui peut sembler être la constitutive d'une infrastructure, d'une société-monde qui n'existe pas encore. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait une société, il faut un territoire, il faut un système de communication et il faut une économie. Or, le territoire, c'est la planète. Le système de communication avec les télécommunications et Internet, il fonctionne pour toute la planète. Et l'économie est désormais mondialisée. Et donc, il y a cette infrastructure, mais il n'y a pas encore de structure. Et on peut même dire que cette infrastructure, vous allez le voir, empêche même la société-monde de pouvoir naître. Mais de toute façon, pourquoi? Parce qu'il n'y a encore aucune autorité légitime sur la planète et qu'il n'y a encore aucune conscience d'un destin commun. C'est un philosophe autrichien qui a défini la notion de patrie comme celle qui traduit un destin qu'on a vécu en commun dans le passé et que l'on veut continuer. Or, la planète n'a pas de destin commun dans le passé, ce sont des divisions, ce sont des séparations. Elle n'a pas conscience que son destin est devenu commun.
Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a la fin de la double hégémonie des États-Unis et de l'Union soviétique sur le monde. Il y a désormais un monde qu'on a appelé multipolaire. Les anciennes grandes puissances perdent leur influence et de nouvelles grandes puissances surgissent comme la Chine et comme l'Inde. Et on peut dire que ce monde est encore dans un état presque de chaos, comme nous le voyons dans l'état actuel des relations internationales, avec des conflits qui éclatent un peu partout. Et nous voyons que les États nationaux sont encore trop puissants pour empêcher une union, une unité, une confédération des nations, mais ils ne sont pas assez puissants pour empêcher les flux économiques de tout contrôler sur leur territoire, parce qu'aujourd'hui les États nationaux ne peuvent pas empêcher les fortunes d'émigrer dans les paradis fiscaux, ou au contraire dans des demi-paradis fiscaux. Donc, nous voyons que cette unité techno-économique ne suscite aucune unité dans les consciences, dans les esprits et dans le monde politique. Au contraire, il suscite une diversification géopolitique qui viennent des résistances nationales, des résistances ethniques, des résistances religieuses à une sorte d'homogénéisation, d'unification de civilisation. Et cette résistance, justement, montre que la société monde ne peut, et tout ce processus empêche une société à l'échelle du monde de s'organiser. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la première résistance s'est manifestée avant même 1990, c'est en quelque sorte l'Iran, en 1979, qui, en quelque sorte, résiste, se ferme, non à la culture, à la modernité occidentale sous ses formes culturelles, mais non pas du tout à la modernité occidentale sous la forme de ses techniques, de ses armes, voire même de son industrie nucléaire. Mais ce n'est qu'un premier signe, puisque c'est en 90, au moment où le monde s'unifie de façon technique et économique, c'est en 1990 que la Yougoslavie, qui était une nation qui semblait quasi accomplie, se disloque entre plusieurs ethnies qui se forment une nation au cours d'une guerre fratricide particulièrement cruelle, que la Tchécoslovaquie se sépare en deux parties, que l'Union soviétique éclate en différents fragments, et nous voyons ce processus de diversification, d'éclatement. Nous le voyons en Afrique avec les guerres du Soudan, avec les tentatives de sécession qui ont lieu au Nigeria et ailleurs, et nous voyons aussi la désintégration de nations comme l'Irak ou comme la Syrie. Et alors, du reste, ce processus de dislocation de l'Irak est extrêmement grave, et je me souviens que quand nous voyons tous ces phénomènes, nous voyons en quelque sorte que, à nouveau, une poussée religieuse formidable s'empare de grandes parties de l'humanité. Alors, on peut s'étonner, on peut dire non, le monde était laïcisé. Bon. Il était laïcisé d'une certaine façon, mais en réalité, il y avait deux grandes religions qui n'étaient pas des religions traditionnelles qui promettaient le paradis, qui promettaient le salut terrestre, qui promettaient la résurrection. C'était des religions qui promettaient le salut sur terre. Et le communisme a été une grande religion qui, comme toute grande religion, a eu ses saints, ses martyrs, ses bourreaux, ses assassins, et
qui s'est répandu sur le globe et qui a eu ses ferments en Amérique latine, dans les guérillas, qui a eu ses ferments dans la bande et dans les partis communistes occidentaux. C'est une religion qui s'est répandue, mais qui s'est effondrée. Qui s'est effondrée, pourquoi? Mais elle avait ce défaut, c'est qu'elle prétendait avoir établi la meilleure société sur Terre. Mais il était possible de vérifier que ce n'était pas la meilleure société, et ceci a finalement éclaté à tous les regards, alors qu'il est impossible de vérifier sur le ciel si vraiment il y a un paradis ou non. C'est la supériorité des religions traditionnelles. Donc, vous avez eu la mort de cet espoir sur Terre, d'une vie meilleure sur Terre, mais vous avez aussi la désintégration de la foi au progrès. Et là aussi, le progrès est une idée assez récente. Elle s'est formée au moment de la Révolution française. C'est Condorcet qui a dit que l'histoire, malgré des soubresauts, elle allait vers le toujours mieux, le développement de la raison, de la démocratie, de la bonne vie. Cette fois, au progrès, elle a connu des coups terribles avec les 2 guerres mondiales. Elle a ressuscité après la Deuxième Guerre mondiale. À l'Ouest, on pensait que c'était la société industrielle évoluée qui allait être la société la meilleure possible. À l'Est, on promettait l'avenir radieux. Et c'est progressivement, à la fin du XXe siècle, qu'on a vu apparaître aucun avenir radieux, que le futur est devenu de plus en plus chargé d'incertitudes, chargé d'angoisse, et qu'il y a eu des échecs, aussi bien dans tous les pays qui ont été dominés ou colonisés. Il y a eu l'échec aussi bien de la démocratie, l'échec du socialisme, l'échec de tout ce qui était importé à partir de l'Occident. C'est cet échec-là qui a provoqué effectivement le retour à la religion. Et quand ce n'est pas le retour de la religion, c'est dans des pays comme en Europe, par exemple, une partie croissante de la population de se fermer à l'avenir, à peur des migrants et des immigrants, à peur du futur, essaye de se refermer sur ses racines du passé, et en quelque sorte, vous avez un monde qui se trouve entièrement transformé. Donc, c'est très intéressant de voir que l'économie, la technique, la science se ruent avec optimisme vers l'avenir, mais que les mentalités, les psychologies, les cultures se réfugient, elles, dans le passé. Et nous voyons que si longtemps on a cru que le monde allait être enfin libéré, démocratisé, après la disparition de la pieuvre du totalitarisme, on a vu apparaître 2 nouvelles pieuvres, tout à fait différentes, la pieuvre du capitalisme financier et la pieuvre des fanatismes ethniques ou religieux. Toutefois, malgré ces dislocations, malgré ces conflits, malgré ces problèmes, il y a le dynamisme de la mondialisation qui s'effectue à une vitesse accélérée et avec une amplitude accrue. Et ce dynamisme a un triple village. Oui, la globalisation, c'est aussi l'occidentalisation et c'est aussi le développement. Et c'est l'idée que le développement technique et économique, c'est comme une locomotive qui va entraîner derrière elle tous les wagons du bien-être, du bien-vivre, de l'harmonie, de la paix, de la démocratie, etc. Et l'idée, en quelque sorte, que la croissance économique fait le développement humain et que le développement humain dépend de la croissance économique. Or, ceci, qui pour moi est un mythe, est une illusion, mais continue de guider
accompagner ce développement, ce processus. Et là aussi, on peut voir des phénomènes tout à fait ambivalents. Les uns qui sont très positifs, les autres très négatifs. C'est évident que du point de vue positif, vous avez le développement de zones de prospérité dans des pays où il n'existait pas, le développement de classes moyennes en Chine, en Inde, au Brésil, dans différents pays, au Maroc. Vous voyez la diminution de l'autorité inconditionnelle telle qu'elle existait dans les sociétés traditionnelles au profit de libertés, des libertés qu'acquièrent les jeunes en grande partie, et en petite partie parfois les femmes, où nous voyons tous ces phénomènes positifs, et les chantres optimistes de la mondialisation disent que tout ça continue et qu'elle va donner l'accroissement du niveau de vie, donc l'accroissement de la qualité de la vie, puisque dans cette idée, le niveau, la quantité de dollars par tête d'habitant est l'équivalent de la quantité de bien-être, de bonheur par personne. Or, si c'est vrai qu'il y a ces zones de prospérité, ces zones où se développent des classes moyennes, du reste des classes moyennes, qui sont le modèle occidental et qui ont toutes les intoxications du monde occidental, c'est-à-dire l'intoxication automobile, les intoxications de consommation stimulées par les publicités. Si ceci est vrai, s'il y a ces acquis positifs, il faut voir aussi l'autre aspect, et ce que Majid Ranema qui appelle la transformation de la pauvreté en misère, en disant une pauvreté peut être digne, c'est-à-dire que le petit paysan, avec sa terre, il peut faire un minimum de polyculture, avoir sa chèvre, avoir ses brebis, et en quelque sorte avoir une autonomie, parce qu'il a sa terre, et bien entendu, pouvoir vendre au marché quelques-uns de ses produits pour pouvoir lui-même acheter ce dont il a besoin. Donc, si vous voulez, il y a une pauvreté. Mais la misère devient la dépendance absolue, devient la prolétarisation, devient l'humiliation, parce qu'on est totalement dépendant. Et quand le petit paysan qui a sa terre est chassé par l'agriculture industrielle dans les villes, il va dans les bidonvilles, où là, effectivement, il peut connaître la misère, sauf, car l'humanité résiste comme elle peut, sauf si dans ces bidonvilles, il y a effectivement des structures de solidarité, des structures d'entraîne, des structures d'amitié, des structures qui ne sont pas guidées uniquement par le gain. Et à ce moment-là, voici des réalités auxquelles sont aveugles les économistes occidentaux, qui voient que ce sont des populations où on a moins d'$1 par tête d'habitants, et qu'elles vivent en dehors de cette économie monétaire, dans ce qu'on appelle une économie grise, une économie informelle. Mais n'empêche, ce sont des cas, un certain nombre de cas, mais d'autres cas, vous voyez des énormes ceintures de bidonvilles autour de toutes les grandes cités d'Amérique, d'Asie, d'Afrique, et on peut dire, mais qu'est-ce qui est le plus important dans ce processus? Est-ce que c'est vraiment la prospérité et le gain que chantent les chantres de la mondialisation heureuse, ou est-ce qu'au contraire, comme disent les pessimistes, c'est l'accroissement de la misère, l'accroissement des inégalités, qui lui-même est absolument incontestable? Évidemment, on ne sait pas, et donc c'est pour ne pas dire encore, je pense, à un moment donné, maintenant, une question que posait le grand écrivain et ministre français André Malraux à Chou En-lai, qui était le second de Mao Tse-tung en Chine, et il demandait à Chou En-lai quelles sont, à votre avis, les conséquences de la Révolution française de 1789. Et Chou En-lai répondait: bon, vous savez, c'est encore un peu tôt pour répondre. Et moi, je me souviens avoir posé à l'ambassadeur du Maroc à Paris il y a quelques années: est-ce que vous pensez que des effets négatifs de l'intervention américaine en Irak, pas du Maroc, de l'Irak, de l'ambassadeur de l'Irak à Paris, est-ce que vous pensez que les effets de l'intervention américaine en Irak étaient plus négatifs que positifs? Il m'a dit encore trop tôt pour répondre.
j'ai la réponse. Et je pense que nous avons tous la réponse. Mais pour parler de ce processus ambivalent, c'est vrai que certains ne peuvent voir que les effets qui se pensent positifs, etc. On peut voir le développement du nombre d'automobiles, le nombre de frigidaires, de l'électricité, de tous ces conforts qui aujourd'hui sont devenus inutiles, mais d'autres peuvent voir pas seulement la misère matérielle, mais même une misère morale. Ils peuvent voir les progrès d'un individualisme qui n'est pas seulement l'épanouissement de l'autonomie personnelle, mais qui est l'égoïsme. Ils voient aussi le phénomène de la désintégration des solidarités dans tous les pays où arrive le développement, parce que c'est à ce moment-là, c'est le gain et l'égoïsme individuel qui prédomine. On voit l'accroissement de la corruption provoquée par le développement de l'économie monétaire, ce développement de la corruption qui lui-même se fait sur un terrain où il y avait déjà beaucoup de corruption. Bref, nous pouvons voir que tout ceci coexiste. Et alors, les experts, il y a des batailles de chiffres, parce qu'on peut très mal chiffrer effectivement ces problèmes, et que surtout, il y a des limites du calcul. Le calcul ne peut pas calculer la souffrance humaine, ne peut pas calculer le bonheur humain, ne peut pas calculer tout ce qui vraiment fait le fond de notre vie. Mais ce que je crois, c'est que dans cette ambivalence, le développement, disons, occidentalisant a permis à des nations non occidentales de s'émanciper de la tutelle de l'Occident, comme ce fut le cas de la Chine, de l'Inde, et aujourd'hui de ce groupe de nations qu'on appelle le BRICS, et il s'est émancipé de cette tutelle en s'occidentalisant techniquement, économiquement, et d'une certaine façon, civilisationnellement, tout en gardant effectivement le fond de sa culture nationale, mais aussi par des voies comme en Chine, passe par l'esclavage, qui, espérons, n'est que provisoire, puisque cet esclavage vient de la fois de l'union d'une dictature du parti unique et du capitalisme avide de gains à tout prix. Alors, nous voici donc dans cette situation, et je vais encore dire un mot sur une ambivalence, qui est l'ambivalence culturelle. Parce que ce processus de mondialisation, d'un côté, il a un caractère d'homogénéisation. Vous avez un modèle, par exemple, le modèle hollywoodien, qui se répandu un peu partout dans le monde. Vous avez des modèles comme celui de la chanson américaine qui se répand. Vous avez un processus où le pays le plus développé économiquement répand ces modèles. C'est vrai. Mais en même temps, vous avez des cultures autochtones qui permettent de refleurir. Je vais vous donner un exemple, par exemple, pour prendre un art très spécifique de l'Andalousie, qui est l'art du flamenco, qui est un art de la guitare, du chant, de la danse, pratiqué par les habitants d'Andalousie. Cet art était en train de dépérir dans les années 50, et qu'est-ce qui lui a donné une nouvelle vie? Ce n'est pas seulement les jeunes qui ont voulu retrouver cette musique, les jeunes andalous, cette musique qui leur tenait vraiment au cœur et même aux tripes, mais c'est que grâce à l'industrie du disque, il y a eu l'anthologie du Crété Thompson du camp de flamenco qui a repris des transcriptions de chanteurs des années 30, 40 et qui a redonné une vigueur. Et maintenant, voici le flamenco est connu, est internationalisé, et parce que grâce aussi à la mondialisation. Donc vous avez des phénomènes dans les deux sens, et vous avez beaucoup de phénomènes de métissage culturel, comme le rail, comme le flamenco rock, mais dans tous ces phénomènes très ambivalents, les uns très positifs, les autres négatifs et les autres mixtes, d'ailleurs le métissage est lui-même très créatif, il y a quand même une chose qui est étonnante, qui est, je crois, merveilleuse, c'est l'épanouissement d'un cinéma mondial. Quand je dis mondial, il n'est pas créé par la mondialisation, au contraire, il vient de multiples
multiples pays qui n'avaient jamais encore produit des films. Et ces pays qui n'avaient pas produit des films, ils produisent des films qui sont d'une richesse extraordinaire. Vous avez après le film japonais qui date des années 60, on a connu, le film chinois est apparu, le film sud-coréen, mais vous avez la richesse du cinéma marocain, dont je peux témoigner puisque j'étais à différents festivals du cinéma marocain. Vous avez quand même cette grande richesse qui est aujourd'hui et permet à ce cinéma d'avoir un public au-delà des frontières de chaque nation. Donc, je répète, je termine là-dessus, nous avons un processus ambivalent, ambigu, la destruction des solidarités traditionnelles, mais en même temps un individualisme qui permet plus d'autonomie. Vous avez effectivement l'accroissement des richesses, mais au contraire, en même temps, l'accroissement des inégalités et l'accroissement de la misère. Alors, voici que nous pouvons être incertains, mais ce sur quoi nous ne pouvons pas être incertains, c'est sur le fait que nous vivons une crise profonde, qui est la crise inhérente à la mondialisation. Pourquoi? Parce que l'économie n'a pas de véritable régulation. Et ceci est apparu de toute évidence à partir des années 2008, et comme l'a dit Alan Greenspan, qui était l'ancien patron de la fédération, de la Banque fédérale américaine, la finance mondiale est un bateau ivre. Et cette finance, à travers crises, bulles financières, dettes, etc., cette crise qui continue, qui se résorbe ici, qui se redéveloppe là, cette crise, effectivement, est-elle durable, est-elle provisoire? Mais ce que l'on peut dire, c'est que la mondialisation ne souffre pas seulement d'un manque de régulation économique et d'une crise économique, elle souffre aussi d'une crise généralisée, d'une crise de civilisation. C'est la crise, d'un côté, des civilisations traditionnelles qui se désintègrent sous l'effet de l'occidentalisation, mais c'est aussi une crise de la civilisation occidentale elle-même qui s'offre comme remède alors qu'elle-même, elle est malade. C'est une crise qui étant tournée vers la maîtrise technique et la domination du monde, qui étant tournée sur le bien-être matériel, produit finalement un vide et un mal-être psychique considérable, ce dont témoignage tous les maux que beaucoup croient simplement des maux privés, mais qui sont des maux de civilisation, des problèmes de digestion, des maux de tête, des angoisses, des insomnies. On va consulter les gourous, le psychanalyste, le psychologue, les bouddhistes zen, les yogas, c'est-à-dire il y a un vide moral, il y a un vide profond qui lui-même est lié à cette civilisation conquérante, et le remède apporte lui-même son propre mal. Donc, nous voyons que le processus, pourtant, on ne peut ni l'arrêter, ni le ralentir. Et il est lancé comme un bolide dans une course folle vers l'inconnu. Et pourquoi on ne peut ni le ralentir, ni l'arrêter? C'est parce que le processus est propulsé par une triade inséparable qui est science, technique, économie, et aucune de ces réalités n'est contrôlée ni régulée par la conscience humaine. La science elle-même, qui semblait uniquement bénéfique, apporter avant tout du savoir, de la lucidité, la science elle-même a apporté, on l'a vu dès les années 40, la possibilité de détruire l'humanité en révélant la source
d'une énergie fantastique qui est l'énergie nucléaire. Et aujourd'hui, cette énergie nucléaire, si elle a créé des bombes qui se multiplient sur le globe, et de plus, les sciences de la génétique, les sciences du cerveau permettent, elles aussi, des manipulations qui certaines peuvent être extrêmement bénéfiques, mais qui permettraient à des autorités totalitaires de pouvoir contrôler tous les individus dans tous les domaines. La technique, nous le savons, la technique sert à servir à l'humanité à domestiquer les énergies matérielles, mais aujourd'hui, nous savons que dès le début de l'ère industrielle, avec l'ouvrier spécialisé sur sa chaîne, la technique a servi aussi à domestiquer, à asservir les êtres humains au service de la machine qui elle-même était au service du profit. Et là aussi, nous voyons que la science et la technique sont désormais associées. On appelle ça la technoscience parce que l'un aide l'autre, l'autre aide l'un, et tout ceci est inséparable aujourd'hui de cet essor économique lui-même guidé par la domination aveugle du profit. Et là aussi, il n'y a aucune régulation. C'est cette fameuse troïka dont parlait Gogol, qui a été lancée dans une course folle. Eh bien, voilà d'où viennent toute une série alors de menaces sur le futur de l'humanité. Ces menaces, c'est quoi? Ben, c'est que les armes nucléaires, vous le savez bien, se multiplient, elles se sont multipliées sur le globe, et elles vont continuer à se multiplier et se militariser, et peut-être même se privatiser. Vous avez la multiplication des sources de conflits à l'occasion de toutes ces contradictions qui naissent dans notre monde, c'est-à-dire les sources de conflits qui elles-mêmes développent dans les esprits le manichéisme, l'idée qu'on est le propriétaire du bien et que l'autre est uniquement le suppôt du mal, et en quelque sorte, alors qu'on est dans l'ère dite de la communication, où nous pouvons tous communiquer les uns avec les autres, l'incompréhension s'accroît et se multiplie. Il y a la diabolisation aussi bien de l'islam qui vient d'une partie de l'Occident que la diabolisation de l'Occident qui vient aussi d'une partie du reste du monde. Donc nous voyons en quelque sorte que ces menaces s'arrivent de tous les côtés et avec en plus une super arme capable de détruire ce qui n'existait auparavant pas. Et tout ceci, ce processus incontrôlé, sciences, techniques, économie, conduit à la dégradation de la biosphère, de notre planète. L'alerte écologique a été lancée dès les années 70, et puis on s'est rendu compte qu'avec des catastrophes comme Bhopal, comme Tchernobyl, etc., comme les pluies acides, comme récemment au Japon, nous nous rendons compte un peu partout que et le problème des pollutions urbaines et le problème du réchauffement climatique, nous voyons que notre propre développement, au lieu de faire de nous le maître de la nature, capable de manipuler cette vie, au contraire, nous rend maintenant de plus en plus dépendants de cette vie dont nous sommes, dont nous croyons les maîtres. Donc, nous avons ce qui est extraordinairement tragique, c'est qu'une menace globale pèse sur l'humanité, mais nous voyons que les États ne sont pas encore capables de s'unir pour lutter contre cette menace, parce qu'ils ne sont pas capables de trouver les règles qui permettent à chacun de faire les sacrifices nécessaires en fonction de ses propres réalités et possibilités économiques. Donc, nous voyons une crise surgir de tous les côtés, et nous voyons que cette crise économique, devenue crise de civilisation, est dans le fond une crise généralisée, puisqu'elle concerne aussi bien la pensée politique, qui est de plus en plus incapable d'affronter cette réalité. Nous avons finalement une crise de l'humanité. Nous avons une crise de l'humanité qui n'arrive pas à devenir humanité.
Nous avons un monde nouveau qui n'arrive pas à naître, de même qu'un monde ancien qui n'arrive pas à mourir. Alors voit-on la possibilité, et c'est ici qu'apparaît une nouvelle prophétie, qui est la prophétie de la transhumanité ou de la post-humanité, qui nous dit que grâce à l'union de la science et de la technique, de la robotique et des manipulations génétiques et de l'utilisation de nos cellules souches, nous pourrons dépasser la mortalité, nous pourrons avoir des organes que nous pourrons modifier, nous pourrons avoir une sorte de vie, non pas éternelle, mais qui durerait. Mais alors, dans quelles conditions? Qui en bénéficierait? Aujourd'hui, ce serait... Dans l'Antiquité, c'était les pharaons, c'était les puissants qui bénéficiaient d'immortalité. Maintenant, désormais, ça sera les puissants, ça sera les riches. Et puis, à ce moment-là, si les générations peuvent durer, alors il faudrait limiter les naissances. Si on limite les naissances, on limite la fécondité humaine, les capacités de diversité humaine. Bref, nous voyons un avenir qui tantôt apparaît comme plein de possibilités merveilleuses, et ces possibilités merveilleuses elles-mêmes apparaissent pleines de problèmes terrifiants. Voilà donc, nous sommes dans une crise. Et c'est pourquoi je peux dire que pour moi, la mondialisation, c'est la pire et c'est la meilleure des choses. C'est la pire des choses parce qu'il n'y a pas seulement les ambivalences dont j'ai parlé, puisqu'il y a du positif et du négatif. Il y a le fait que jamais l'humanité n'a risqué dans son ensemble, en tant qu'être vivant, dans sa totalité, jamais la biosphère et l'humanité n'avaient couru un tel risque mortel. Et en même temps, c'est la meilleure des choses parce que c'est pour la première fois que l'humanité sera capable de concevoir une communauté de destin parce qu'elle a les problèmes mortels qui sont communs et elle a des problèmes vitaux pour surmonter ces problèmes mortels qui lui sont communs. C'est-à-dire la possibilité d'une société-monde d'un type nouveau qui, je le répète, est possible à partir des infrastructures, mais n'est pas possible à partir du monde actuel, mais qui permettrait de faire de la Terre une terre-patrie. Terre-patrie, ça ne veut pas dire que les patries doivent s'effacer, ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus ample, de plus profond, de plus ancien, qui lie l'humanité, ce qui est fille de la Terre, et c'est donc cette communauté qui est possible. Alors, est-ce que l'humain... C'est dans ce sens-là que nous voyons que la pire des choses est en même temps la meilleure des choses, c'est-à-dire que c'est dans le risque, c'est dans le danger que les choses pourront se décider. Comme disait le poète Verlaine, là, on croit le péril, on croit aussi ce qui sauve. Et ce que l'on peut dire, c'est que actuellement, ce qui est probable, c'est une série de catastrophes qui viendraient des destructions de tout ordre, de la biosphère, des destructions écologiques, des processus incontrôlés de l'économie, du développement des conflits qui eux-mêmes pourront s'élargir et se mondialiser, parce que d'ores et déjà, nous avons ce qui se passe en Syrie, en Irak. Ce n'est pas des guerres civiles, c'est des guerres déjà internationales où interviennent chacune à sa façon des puissances extérieures et même des puissances très extérieures, des très grandes puissances. Donc, nous sommes dans une époque de péril. Alors, comment peut-on préparer une nouvelle voie? Comment peut-on éviter ce cours de la probabilité? Moi, ce que je crois tout d'abord, c'est qu'il faut repenser la mondialisation et la lier à de la démondialisation. Je m'explique. C'est que la mondialisation crée dans beaucoup de régions de la planète une véritable désertification humaine.
Par exemple, en France, vous avez des régions entières qui sont désindustrialisées. Dans le monde, vous avez des régions entières où l'agriculture industrielle et l'élevage industriel ont éliminé toute vie, toute paysannerie, et il n'y a même pas un seul oiseau de champ, vous avez des déserts qui apparaissent. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'en même temps que ce processus de démondialisation est positif, lutter contre tout ce qu'il a de négatif et rendre vie au territoire qui meurt. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure de la terre-patrie, mais je pense qu'il y a aussi l'idée de la petite patrie, qui est la patrie du territoire où on est, pas seulement du village, de sa région, de sa province, de son ethnie, et ce sont des choses aujourd'hui à sauvegarder. Donc, voilà, il faut surtout, et quand on pense au problème du développement, il faut y associer l'idée de l'enveloppement, puisque le développement, comme je l'ai dit, tend à détruire toutes les structures de solidarité, alors que l'enveloppement, c'est le maintien des solidarités et des communautés. Et du reste, quand on voit les pays du Sud, comme ici même, nous voyons très bien que la voie, c'est la symbiose du meilleur de la modernité et du meilleur de la tradition qui, aujourd'hui, s'impose, et que c'est ça qui signifie développer et envelopper. Et puis aussi croissance, oui, mais croissance et décroissance. Il y a tout ce qui doit croître, c'est évidemment une économie qui se respecte l'environnement et qui ne soit plus polluante, ce qui n'est pas seulement des sources d'énergie propres, c'est aussi dépollution des grandes villes, c'est aussi le retour à une agriculture fermière ou biologique qui est capable de retrouver une qualité des produits, alors que l'agriculture industrielle pollue les sols et pollue en quelque sorte les aliments qu'elle produit. Donc, il y a le problème de la croissance. Il y a ce qui doit croître et ce qui doit décroître. Ce qui doit décroître, c'est effectivement une consommation qui est une valeur purement mythologique, purement idéaliste, une consommation de produits qui promettent la beauté, la santé, et qui n'en font n'importe que l'illusion de la beauté, de la santé, toutes les publicités qui poussent à consommer, une production d'objets qui sont faits pour être jetés, ou bien dont l'obsolescence est programmée, c'est-à-dire qu'ils sont condamnés à se détruire au bout de 10 ans, comme les frigidaires ou comme les voitures. On voit très bien que beaucoup de choses doivent décroître et que d'autres choses doivent croître au lieu de vivre dans la polémique binaire entre croissance et décroissance. Alors, voici ce qui, à mon avis, pourrait un peu orienter d'une nouvelle façon le cours du processus de l'humanité mondialisée. Et qu'est-ce qui doit nous inspirer? Ce qui doit nous inspirer, c'est ce qu'on peut appeler l'humanisme planétaire. Vous savez que l'humanisme, ça pose, c'est quoi? C'est l'idée que tout être humain a droit à la même reconnaissance, au même respect, quelle que soit son origine, quelle que soit son identité, son ethnie, sa religion, sa culture, sa classe sociale, son âge, son sexe. L'humanisme, c'est ça, c'est reconnaître l'humanité et le respect que l'on doit à tout être humain, quel qu'il soit. Mais cet humanisme, évidemment, était abstrait à l'époque, vraiment à la mondialisation, parce que vous ne pouvez pas être humaniste à l'égard de la Chine qu'on ignorait, à l'égard des pays africains du Sud qu'on ignorait. Et c'est en fond ce que l'humanisme aujourd'hui il est concret, parce que nous sommes tous en communication, ne serait-ce que virtuelle, en état d'intersolidarité planétaire. Alors, l'humanisme, c'est ça, mais c'est reconnaître aussi l'unité et la diversité humaine. Et c'est ça qui est très important, car d'habitude, si vous ne voyez que l'unité humaine,
vous voyez quelque chose de réel, parce que nous sommes tous semblables, on a tous les mêmes gènes, on a tous le même cerveau, on a tous les mêmes affectivités, on est tous capables de pleurer, de rire, de souffrir, de sourire. Tous les êtres humains sont semblables, mais en même temps, ils sont tous différents. Même les frères sont différents, même les jumeaux finissent par être différents les uns des autres. Et ce qu'a révélé la première mondialisation, c'est la possibilité, la diversité des cultures, une diversité qui existe toujours et que l'on doit respecter. Donc le vrai problème, c'est que l'unité est le trésor de la diversité humaine, mais que la diversité est le trésor de l'unité humaine, et que l'humanisme véritable doit respecter l'un et l'autre pour sauvegarder l'un et l'autre. Parce que si vous ne voyez que la diversité est son unité, à ce moment-là, vous ne reconnaîtrez pas l'être humain dans celui qui est étranger. Et par contre, si vous voyez l'un des deux, vous voyez dans l'autre, dans l'étranger, à la fois sa différence et sa similitude à lui. Donc, c'est une idée fondamentale de l'humanisme planétaire. Et enfin, l'humanisme planétaire demande la conscience et donc la participation subjective à la grande aventure de l'humanité qui a commencé il y a 7 millions d'années, du moins. C'est le témoignage qu'on a actuellement le plus ancien, c'est Touman, qu'on a trouvé dans le Tchad, premier bipède qui a annoncé le développement de multiples espèces qui allaient donner finalement l'espèce humaine. C'est une aventure extraordinaire qui est passée donc par ces sociétés préhistoriques qui se sont répandues, qui se sont diversifiées, qui est passée par des sociétés historiques, qui est passée aujourd'hui par la mondialisation et qui a toujours été incroyable et qui va sur un futur lui-même incroyable. C'est de participer donc, de savoir le sentiment. Et personnellement, c'est un sentiment que je ressens, c'est-à-dire que je ressens que je suis une particule, que je suis un moment au sein d'une aventure extraordinaire, qui est grandiose, qui parfois est terrible, qui parfois est atroce, qui parfois est merveilleuse. Et cette aventure, eh bien, je me sens qu'il faut se donner pour qu'elle aille vers une métamorphose où les capacités, où les possibilités qui sont en elle s'épanouissent enfin, car ce mot de métamorphose est très beau, il est beaucoup plus beau que le mot de révolution. Pourquoi? Parce que dans une révolution, vous dites, vous faites du passé table rase, vous éliminez le passé, mais dans une métamorphose, vous utilisez les ressources de votre culture du passé pour vous transformer. C'est ce que fait la chenille qui, quand elle s'enferme dans une cryalide, eh bien, elle se détruit en tant que chenille pour se construire comme papillon et elle va supprimer son système digestif et en fait créer un autre. Elle va simplement garder le même système nerveux et à un moment donné, la chrysalide va se déchirer et va apparaître un être nouveau, des ailes capables de voler, se trouver capable de cette chenille et pour passer vers cette chenille. Or, l'humanité a connu des métamorphoses. Elle est passée donc de ces sociétés, des petites sociétés de quelques centaines d'individus, aux sociétés historiques. Elle est passée du Moyen-Âge occidental au temps moderne. Elle est passée par elle est capable de passer par une grande métamorphose. Aujourd'hui, le problème est là. Cette métamorphose, évidemment, n'est pas possible immédiatement. On peut dire, mais non, tout va dans le sens contraire, puisque je viens de dire que nous sommes emportés de façon accélérée et amplifiée, sans qu'on puisse pas remplir ces sources folles. Mais, réfléchissons. Comment le changement est-il apparu dans l'histoire humaine? Prenons-le sur le plan des grandes idées religieuses. Il apparaît toujours à partir d'un élément, d'une personne isolée, dont le message, au début très limité, va pouvoir se répandre.
c'est 4 siècles avant notre ère, le message d'un prince indien qui s'appelle le prince Sakyamuni, le Bouddha l'éveillé, et qui a une révélation sur le sens de la vie, de la mort et de la souffrance. C'est le message dans la Judée, province de l'Empire romain, d'un déviant juif, Jésus, avec quelques disciples, qui du reste va être sacrifié, mais qui va trouver, après sa mort, son persécuteur se transformer en son meilleur disciple, en son apôtre, c'est-à-dire Paul, et qui fonde le christianisme, lequel s'est répandu, et il a fallu, en quelques siècles, c'est une religion qui est devenue la grande religion de l'Empire romain. Et ici même, le prophète qui a été exclu, qui a dû être chassé de la Mecque, se réfugie à Médine, lui-même était un réfugié, et dont la pensée et dont le message elles-mêmes ont rayonné au bout de quelques dizaines d'années en une grande religion universelle. Et ce que je dirais aussi du socialisme, où les idées de Marx ou de Fourier, c'était quelques intellectuels isolés, inconnus, ignorés de l'université, ignorés des autres intellectuels, et à partir desquels sont nées deux forces formidables pour le XXe siècle, la social-démocratie et le communisme, pour le meilleur et pour le pire aussi. Bon, on peut dire aussi de la science moderne. Qu'est-ce que c'est que la science moderne? C'est la science qui, au XVIIe siècle, commence à naître dans quelques esprits comme Bacon, qui dit qu'il faut se fonder sur l'expérience, sur Descartes, qui sépare le monde objectif du monde subjectif, sur Galilée, qui dit que le monde est décrit en langage mathématique, et à partir de ces quelques esprits, il va y avoir, à la fin du XVIIe siècle, les premières sociétés scientifiques. Au XIXe siècle, la science entrait dans les universités comme discipline, triomphait dans les mondes universitaires, et triomphait au XXe siècle dans la société, partout, devenir une force extraordinaire. Alors voici la question, c'est parce que le présent est toujours traversé par des forces souterraines qui le travaillent. C'est ce que le philosophe appelait la vieille taupe qui fait ses galeries, et puis elles sont invisibles, et puis brusquement, la surface de la Terre pète, et on se rend compte que quelque chose a changé. Donc, voici peut-être l'espérance telle qu'elle peut exister. L'espérance, elle est dans l'improbable, mais ce n'est pas l'impossible. Et si le monde est plein de dangers, plein de risques, en même temps, il offre aussi sa chance. Je répète la formule, là, le péril rend aussi ceux qui sauvent. Et c'est pourquoi l'aventure, nous sommes au cœur de l'aventure, et encore incertaine. Nous ne voyons pas la finalité. La question pour nous est d'y participer pour y favoriser ce que peut avoir de germe des meilleurs et pour essayer d'empêcher le pire d'advenir. Bon, le problème de l'Afrique, c'est d'être, disons, jusqu'à présent, la principale victime du processus de mondialisation. Dans quel sens? Dans le sens, c'est que d'abord c'est un continent dont, à part pour l'Afrique du Nord, les frontières ont été établies, des nations ont été établies arbitrairement à partir de la colonisation et groupant des ethnies très différentes, ce qui a empêché de faire des grandes unités qui auraient été politiquement et économiquement viables. Il se trouve que, par exemple, sur le plan de l'agriculture, aussi bien
de la part des pays occidentaux, que de la Chine, que de la Corée, voire de l'Arabie saoudite. Des terres immenses sont acquises pour faire de l'agriculture industrialisée d'exportation au détriment de l'agriculture vivrière des pays, et que ces pays sont menacés d'être totalement dépendants du point de vue alimentaire. Même déjà, regardez au Maroc, le blé français, qui est un blé produit par l'agriculture industrielle bénéficiant de subventions européennes, arrive ici à des prix moins élevés que le blé produit par l'agriculture nationale, et par là même, donc, il détruit les possibilités d'autonomie. Donc, si vous voulez, le problème de l'Afrique, il dépend d'énormes investissements, mais qui eux-mêmes colonisent économiquement l'Afrique. Ce que l'on peut dire, c'est qu'en Afrique, et partout où vous avez eu des situations de dénuement, vous avez la possibilité de débrouillardise, par exemple, dans les bidonvilles, l'art est de pouvoir utiliser différents détritus, résidus de l'industrie pour fabriquer des instruments nouveaux en détournant leur office. C'est de pouvoir réparer des voitures non réparables en Occident. C'est une capacité de réagir, c'est une vitalité créatrice. Donc, si vous voulez, le sort de l'Afrique, pour le moment, est un sort très difficile, parce que l'Afrique ne réussit pas à s'imposer sur la scène mondiale, comme par exemple la Chine, l'Inde peuvent s'imposer, parce que ce sont des unités séparées et dans lesquelles, justement, les puissances extérieures ont toujours eu intérêt à favoriser les dissensions religieuses ou tribales. Bien entendu, la situation en Afrique du Nord est différente, notamment au Maroc, qui a joui d'une unité et d'une autonomie pendant des siècles, qui n'a pas été colonisé par l'Empire ottoman et qui a subi quelques dizaines d'années de protectorat français, où les choses se posent en termes différents. Mais toujours, je crois que le grand problème est celui de combiner ce qu'il y a d'authentique, de valable dans les traditions, et je le répète, dans les traditions de solidarité, de communauté, d'inventivité, et ce qu'il y a de valable dans l'apport de l'Occident, c'est-à-dire l'apport des idées de liberté. Parfois la démocratie peut très bien être déjà en germe dans les palabres africaines, apporter ce qui est émancipateur de l'Occident, mais pas ce qui est en refusant ce qu'il y a d'oppresseur. C'est un problème historique, c'est un problème dans lequel l'Afrique doit se défendre avec l'aide de tous ceux qui, dans le reste du monde, ont conscience aussi qu'il ne faut pas accepter des inégalités, qu'il faut lutter contre ces inégalités et qu'il faut défendre ceux qui sont mis en position d'infériorité. La deuxième question, c'est le fort, le faible. Vous savez, c'est un problème historique dans lequel, effectivement, comment les faibles peuvent-ils se défendre? C'est parce que quand ils sont le nombre, en s'unissant contre le fort. Alors, c'est un grand problème, puisque déjà, au XVIe siècle, la Boétie, dans son livre, la Boétie, la vie de Montaigne, écrivait dans son livre sur la sagesse des Volontaires, comment se fait-il que les peuples, qui sont si nombreux, peuvent subir la tyrannie de quelques-uns, alors qu'ils pourraient, en se révoltant, éliminer les tyrans? Alors, il répondait en disant, mais c'est pas seulement parce qu'ils ont peur de la police, parce qu'ils ont peur de la répression, parce qu'ils ont peur, effectivement, du pouvoir, qui a quand même des armes,
Parce que, effectivement, s'ils utilisaient le nombre, eh ben, ils pourraient submerger le pouvoir. Et il y a des moments dans l'histoire où l'on voit que la révolte généralisée élimine les tyrans. Mais encore que c'est souvent que provisoire. Mais il disait, c'est parce qu'il y a un élément de soumission volontaire, c'est-à-dire on n'aime pas être soumis, mais il y a un certain confort, il y a on a une certaine... on vit dans une certaine paix de tranquillité à subir la puissance des puissants et on se résigne. Et dans le fond, la Boétie, il disait, cessons d'être des soumis volontaires. C'était ça, un peu, son message. Or, donc, si vous voulez, vous voyez que dans l'histoire humaine, quand, à l'époque où la classe ouvrière dans les pays occidentaux était hyper exploitée, c'est à travers l'union des syndicales, à travers la force des syndicales, à travers le droit, avec la grève qui est devenue, en imposant la grève, devenue un droit, que certaines injustices ont peut-être reculé, que le fort a été un peu moins fort et que le faible est devenu un peu moins faible. Et le problème, si vous voulez, il reste entier, parce que nous avons vu des situations où on a voulu faire des révolutions pour créer une véritable égalité humaine, et ces révolutions, au lieu de donner une égalité humaine, ont donné une inégalité accrue, comme c'était le cas de la révolution soviétique. Donc, si vous voulez, l'humanité n'a pas encore réussi, non seulement n'a pas réussi, mais nous sommes dans une époque d'accroissement des inégalités. Nous voyons dans un pays comme la France, par exemple, où, disons, dans les années 1930 du siècle passé, il y avait une résistance forte des syndicats ou des partis politiques à la toute-puissance de l'argent ou du capital. Nous voyons aujourd'hui que cette résistance, cette force n'existe pas. Donc, à mon avis, c'est une nouvelle conscience, une nouvelle voie qui pourrait aller vers un sens de refoulement progressif de la domination et des inégalités. Et nous n'en sommes qu'au début, nous sommes que la préhistoire. Donc je peux dire qu'il faut essayer de se... Et c'est pour ça que pour moi, ce qui est important, c'est l'idée, enfin, dans un livre que j'appelais La Voie, c'est qu'il faut changer de voie. Par comment changer de voie? La seule chose optimiste, je vous l'ai dit, c'est qu'on ne s'en rend pas compte, mais les grands changements sont arrivés à partir de prophètes isolés, de messagers isolés, et qui ont pu réussir finalement à développer une pensée qui a joué un rôle historique. Nous sommes dans une époque où il y a une nouvelle pensée qui, à mon avis, doit être au service quand même, qui est guidée par trois idées complémentaires, qui sont écrites au fronton de la République française, mais elles sont écrites simplement. Elles ne sont pas du tout vivantes dans la société. Liberté, égalité, fraternité.